dimanche. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercachère de Vincennes, Dammartin à Goël, autant de noms et de lieux entrés dans la mémoire collective. Il y a 10 ans, le terrorisme islamiste faisait basculer la France dans une nouvelle dimension. 3 jours de terreur, 18 morts, une tragédie dont le dénouement va se jouer en un seul acte et 2 assauts simultanés à l'hypercachère de Vincennes et l'imprimerie de Dammartin à Goël où s'étaient retranchés les frères Kouachi. Jean-Baptiste Marty. Il est 8h du matin. Après une nuit passée cachée dans la forêt d'Ermenonville, les frères Kouachi sont repérés. Le colonel Yannick, membre du GIGN. Nous avons l'information qu'ils se retranchent à l'imprimerie de Dammartin à 9h30. Cette imprimerie est cernée par le GIGN. Notre préoccupation à ce moment-là, c'est de préparer un plan d'assaut délibéré avec un triple objectif, sauver l'otage, interpeller les frères Kouachi et aussi que tous les membres du GIGN rentrent sains et saufs chez eux. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Dans le même temps, à la porte de Vincennes, Amédi Koulibaly prend des otages à l'hypercachère et demande la libération des frères Kouachi. À 17h, ultime rebondissement, les 2 terroristes tentent de quitter l'imprimerie. Ils tombent nez à nez sur notre dispositif, sur lequel ils ouvrent le feu, tirent en rafale. Ils ont des positions et des réflexes de combattants. Ils se cachent derrière des voitures. Donc, suite à un échange de coups de feu d'1 minute, nous les neutralisons. C'est la fin d'un périple meurtrier. Depuis Charlie Hebdo, les frères Kouachi auront tué au total 12 personnes et traumatisé tout un pays au nom du terrorisme islamiste. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Les commémorations se poursuivent aujourd'hui avec une cérémonie à midi devant l'hypercachère de la porte de Vincennes. Plusieurs ministres attendus, dont Bruno Retailleau, Gérald Darmanin et Manuel Valls. Direction Los Angeles aux États-Unis, la 2e ville du pays lutte avec l'énergie du désespoir contre un gigantesque incendie. Scène captée sur place, vous l'entendez, par un habitant de la Cité des Anges. Les vents très violents, jusqu'à 160 km/h en rafale, dispersent les braises et rendent donc la situation difficilement contrôlable. Au moins 5 morts selon un premier bilan, plus d'1 millier de maisons détruites, le quartier d'Hollywood en cours d'évacuation. Écoutez le maire de Pasadena, Victor Gordo. À ce jour, plus de 100 000 personnes ont fait l'objet d'une évacuation obligatoire. Il y a eu 5 morts et près de 100 000 autres personnes ont été invitées à évacuer, tout simplement parce qu'elles se trouvaient dans une zone très dangereuse. Le maire de Pasadena, Victor Gordo, plus de 7500 pompiers et personnels d'urgence luttent actuellement sur place contre ces gigantesques incendies. L'avenir de l'Ukraine au cœur des discussions aujourd'hui sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Plusieurs entretiens au programme du président Volodymyr Zelensky qui a fait le déplacement. Le dirigeant ukrainien espère convaincre les Européens et les Américains de maintenir leur aide pour lui permettre de résister à l'invasion russe. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Alors après les violences qui ont émaillé la soirée du Nouvel An à Strasbourg, le préfet tape du poing sur la table. Un tir de mortier d'artifice, feux de poubelle et de voitures, inadmissible pour Jacques Witkowski. Sur la centaine de personnes interpellées dans la nuit du 31 au 1er janvier, on trouve une trentaine de mineurs. Leurs parents vont donc être convoqués et ils ont tout intérêt à faire le déplacement. C'est une exclusivité Europe 1. Le préfet du Bas-Rhin a expliqué sa démarche à Mélina Fachin. Reportage. Les tirs de mortier, les voitures incendiées, c'est malheureusement une tradition, le Nouvel An à Strasbourg. Cette année encore, une petite centaine de personnes ont été interpellées, dont un tiers de mineurs, rapporte le préfet du Bas-Rhin, Jacques Witkowski. Quand on a quelques dizaines de jeunes, voire de très jeunes, 12-13 ans, qui manipulent les mortiers d'artifice, qui font face à la police nationale, qui mettent le feu à des véhicules, ce qui est dangereux. On peut se poser un certain nombre de questions. Et donc, tout simplement, j'ai souhaité appeler à la responsabilité familiale pour que ça ne se reproduise plus. Il a donc envoyé une lettre aux parents de ces jeunes pour les convoquer à la préfecture et pour les ressortissants étrangers qui ne se présenteraient pas. Jacques Witkowski n'exclut pas de réexaminer leur droit de séjour sur le territoire national. Je rappelle quand même que pour rester sur le sol français, on a un comportement qui est conforme en respect des lois et des règlements. Tout simplement. Il pourra peut-être s'avérer qu'on prenne des décisions de retour au pays si ce sont des délinquants réitérants, etc. Et mon stylo ne tremblera pas. D'autres préfets ailleurs en France pourraient bien à leur tour adopter une telle démarche. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. La suite du procès du présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. 11 autres prévenus accompagnent l'ancien président sur le banc des prévenus de la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Et justement, la question de la compétence du tribunal n'est toujours pas tranchée. Les avocats de la défense ont donc tenté de pointer les irrégularités de procédure. Jacques Serret.
Le débat sur le fond de l'affaire n'a toujours pas commencé. Les avocats des 12 prévenus s'emploient à dénoncer des irrégularités dans les procédures. Nicolas Sarkozy est là, assis sur un strapontin, jambes croisées, pochette bleue posée sur son genou droit. À sa gauche, Éric Woerth, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Maître Jean-Yves Le Borgne s'avance à la barre. Il plaide la prescription des faits et l'annulation de l'ordonnance de renvoi de son client Éric Woerth. Éric Woerth qui avait distribué des enveloppes d'argent liquide à l'équipe de campagne après la victoire du candidat de l'UMP en 2007. Le parquet national financier estime que ces fonds viennent de Libye. Vous transformez 30 000 € en des millions libyens. L'imaginaire n'a pas sa place en justice, lance l'avocat. Avant de s'interroger, comment dans notre pays peut-on être appelé à comparaître après une extrapolation? Argument fallacieux, réplique un procureur du PNF. La décision du tribunal sur ces questions de forme sera mise en délibéré ce jeudi à 13h30. Un compte-rendu d'audience, Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et alors que le gouvernement tente d'amadouer les oppositions autour de son projet de budget 2025, les nuages noirs s'amoncellent sur l'économie française. Plus de 66 000 faillites d'entreprises l'an dernier. 2025 pourrait être pire selon les premières prévisions. Brio Bochet, les auto-entrepreneurs ne sont pas les seuls à être rattrapés par la crise. Les PME sont également fragilisées. Oui, ce sont les promoteurs ainsi que les agents immobiliers qui sont les plus touchés. Par exemple, plus de 1200 agences immobilières ont disparu l'année dernière. C'est 225% de plus qu'avant Covid. Au total, les défaillances de PME ont plus que doublé en 5 ans et le rattrapage post-Covid ne suffit plus pour expliquer cette hausse. Selon Julien Laugier, économiste à la BPCE. Les PME ETI sont effectivement en sur-rattrapage puisque on est désormais à un niveau qui va au-delà de cet effet rattrapage. On a des secteurs qui sont touchés de plein fouet par l'environnement économique actuel qui est extrêmement mauvais, notamment pour les entreprises. Alors habituellement, c'était les auto-entrepreneurs et les entreprises nouvellement créées qui mettaient le plus la clé sous la porte. C'est désormais au tour des petites et moyennes entreprises, plus anciennes et mieux implantées, de faire défaut. Et les prévisions pour 2025 ne sont pas rassurantes. La BPCE table sur 68 000 défaillances, encore un peu plus donc qu'en 2024. Brio Bochet du service économie d'Europe 1. Et le football, son nom revient régulièrement. Zinedine Zidane succédera-t-il à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France? Oui, on le sait, l'actuel sélectionneur rendra son tablier à l'issue du Mondial 2026. Et même si Zidane est libre de tout engagement, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, souhaite prendre son temps. Il est une des figures les plus marquantes de l'histoire de notre football et même du football tout court au plan international. Donc il a évidemment énormément de talent, d'expérience, du haut niveau pour pouvoir prétendre à diriger l'équipe de France. Vous pourriez être le président qui nomme Zinedine Zidane. Vous vous rendez compte, c'est quand même un privilège. Ça le serait si je vous avais dit que c'était Zinedine Zidane, mais pour l'instant, je ne souhaite pas entrer dans ce débat parce qu'il me paraît prématuré et surtout peu respectueux de Didier Deschamps, dont nous devons rappeler le palmarès pour dire tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France et plus largement au sport français. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, avec Cyril de la Morinerie. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.